Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. On se lance, Florent ? On se lance. Ok, deuxième partie de notre échange autour du poppers. Prévention aux addictions aux drogues et leur consommation pendant le sexe. C'est une de tes expertises. Tu travailles pour l'aide suisse contre le sida. Tu es où là en ce moment ? Là, je suis à Lausanne. J'habite à Lausanne. Réside et travaille majoritairement. Super. Dans la première partie dans l'épisode précédent, on a donné un peu les bases du poppers. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et les contre-indications, les dangers qui existent. Et après, pourquoi on le consomme, qu'est-ce que ça fait et pourquoi c'est cool aussi. Ah oui, j'avais envie de commencer par ça. On continue avec des questions-réponses d'auditeurs. Un auditeur demande, est-ce qu'il y a des poppers plus adaptés à certaines situations ? Dans le premier épisode, tu as parlé, et on va pas répéter ça, les gens peuvent aller écouter, il y a plusieurs molécules, dont certaines plus dangereuses. Donc toi, tu as indiqué exil et pentyl, des molécules qui sont connues et moins dangereuses. Tout à fait. Pour autant, est-ce que dans les pays où c'est légal, où je peux aller les acheter, est-ce qu'il y a des poppers plus adaptés à certaines situations ? Et je ne sais pas à quoi fait référence cet auditeur. Alors, il va y avoir deux choses. Il va y avoir le produit et la personne. Et c'est la rencontre entre les deux. Et on choisit son poppers comme on choisit ses préservatifs. C'est-à-dire que le mieux, c'est d'essayer. Si on en souhaite consommer du poppers, on peut essayer l'une ou l'autre molécule et puis l'un ou l'autre produit, parce qu'après il y a aussi les adjuvants, etc., les parfums, etc., qui peuvent varier, et donc de trouver un poppers qui convient à soi et aux effets que l'on cherche et à l'intensité que l'on cherche. Moi, je n'ai jamais essayé de poppers, mais du coup, je me demande, ça coûte cher, ça coûte combien ? Non, ça coûte pas forcément très cher à partir de, alors faut que je traduise, on est en France, donc en 10, 15 euros la bouteille de 10 à 15 millilitres, on en trouve assez facilement maintenant. Ok. Et ça, tu l'as dit dans l'épisode précédent, le pourcentage, bien acheter un produit où tu peux lire sa composition et le pourcentage, la puissance, commencer doucement et voir comment son corps réagit, parce que cet auditeur parle de différentes conditions, je sais pas à quoi il fait référence, mais ça peut être impactant. Pas mal de gens, donc en fait j'ai lancé un appel à commentaires et à anecdotes sur mon Instagram et sur le WhatsApp du podcast. Et il y a plusieurs personnes qui parlaient de mal de crâne et de migraine. Je te lis ce qu'ils nous ont envoyé. Poppers utilisé avec immédiatement après un énorme mal de crâne, c'est grave docteur, point d'interrogation. Ça veut dire que je vais faire un AVC et si j'en prends de nouveau, point d'interrogation, sachant Florent que je sais pas très bien si je t'ai bien introduit. Tu n'es pas médecin, mais toi en plus c'est ton métier d'être dans la prévention, t'as épluché plein d'études sur l'impact du poppers lorsqu'il est consommé de façon récréative. Tu réponds quoi ? Non, je nous en lis d'autres. Allez, je nous en lis d'autres. On retiendra. Donc, énorme mal de crâne, c'est grave docteur. Un autre auditeur demande un plan, m'en a proposé une fois. J'ai accepté par curiosité. Le lendemain, je me retrouvais chez le médecin pour une méga migraine. Doliprane, eau de mer dans le nez pendant 10 jours, plus jamais. Et enfin, un auditeur demande comment faire en sorte d'éviter l'effet gueule de bois le lendemain quand on a légèrement abusé du poppers. Alors pour répondre à toutes ces questions, les maux de tête, quand ils se produisent, c'est justement au début, dès le départ, c'est physiologiquement, on réagit mal aux produits d'un point de vue neurologique. Ça n'a pas de risque à long terme. Simplement, effectivement, le cerveau n'apprécie pas cette molécule et l'effet qu'elle a. À ce moment-là, il est possible d'en essayer un autre ou de renoncer. En fait, quel intérêt de prendre un produit si il ne fait pas du bien.
Si jamais ça se produit, encore une fois, c'est simplement arrêter la prise et prendre l'air. Éventuellement, si justement il y a des vapeurs qui ont été prises, voire du liquide qui a coulé dans les narines, rincer pour éviter que le produit soit encore présent. Parce que s'il y a du liquide qui est dans la narine au-delà de la brûlure, c'est qu'il est encore présent, donc les vapeurs continuent à faire leurs effets. Et puis, prendre l'air et puis voilà, soit renoncer à ce produit ou aux poppers, ou trouver un autre produit qui correspond mieux à sa physiologie et aux effets qu'on recherche. Prendre l'air, Florent, je t'imagine habitant près d'une forêt et aller gambader. Non, c'est ouvrir la fenêtre. En fait, ce que tu l'as souvent prendre l'air dit frais, oui. L'épisode précédent, c'est qu'en gros, comme ça signale, selon là où on est, sortir ou quitter le lieu où il y a des vapeurs ou ouvrir la fenêtre va aider, c'est ça? Exactement. Il ne s'agit pas de trouver la forêt la plus proche de chez toi. Non. Ça juste serait quand prendre l'air frais, même à la fenêtre. Attention à pas tomber. Mais il faut savoir que, fut un temps, dans les années 70, il est arrivé dans certaines boîtes, notamment à San Francisco, que du popper soit mis dans les machines à vapeur. Waouh! Donc on était à une autre époque. Aujourd'hui, ce serait pas acceptable parce qu'on exposerait quelqu'un à un produit sans son consentement. Mais voilà. Donc si c'était une hécatombe, ça se saurait. En revanche, je suis d'accord sur le fait que certains poppers sentent très fort et que ça peut être désagréable pour les personnes qui sont sensibles d'un point de vue olfactif. Donc là aussi, c'est les adjuvants et autres compléments qui vont faire varier le parfum. Ah ouais, moi c'est une des raisons pour lesquelles je consomme pas, et quand mes partenaires veulent consommer, je suis bof chaud, je trouve que ça blaire. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un vieux rat mort sous le lit qui soudainement... Mais je suis très sensible olfactivement. Là j'ai fait une lessive récemment et la lessive elle est restée trop longtemps. Du coup mes vêtements sentent un peu pas bon. Moi franchement ça, toute la journée ça m'habite quoi. J'ai vraiment des problèmes graves. C'est pas un problème, c'est que subjectivement, ça éveille quelque chose chez nous. C'est-à-dire, certains vont chercher le parfum du poppers. Et ça va les exciter, ça va les mettre dans l'ambiance, etc. Alors que d'autres, non. Si je fais un parallèle, les produits ménagers sont plus ou moins parfumés et certains, plus ça sent fort, plus l'impression que c'est propre, alors que d'autres sont incommodés par l'odeur. C'est vraiment subjectif, mais en soi, le parfum lui-même n'est pas dangereux. Il peut être désagréable, mais c'est pas dangereux. L'auditeur qui parlait de son essai parce qu'un plan lui a proposé et qu'après pendant 10 jours il avait méga migraine, Doliprane, eau de mer dans le nez pendant 10 jours, plus jamais. Pendant 10 jours? Il avait un rhume, non? C'est lié aux poppers? Ça peut, c'est peut-être une forte dose mais aussi d'azote a fait que ça lui a déclenché des migraines. Après, voilà, que ce soit les migraines ou que ce soit les troubles visuels, par exemple, ça peut être propre à chacun, il y a sa physiologie, on peut les avoir et ça peut perdurer. Ça va pas s'aggraver. Donc en principe, ça se réduit avec le temps, mais ça va prendre un certain temps avant de se rétablir totalement. Aussi, c'est une question de sensibilité. Comment faire en sorte d'éviter l'effet gueule de bois le lendemain? Quand on a légèrement abusé du poppers, peut-être on peut lui dire, il faut pas abuser. Et voilà. C'est juste ça. Tu peux pas. Comment réduire les gueules de bois liées à l'alcool? Éviter les surdoses d'alcool. Mais après, il y a un peu, des mythes. Ah ouais, si tu bois une certaine quantité d'eau et tout. T'as jamais entendu parler de ça par rapport à l'alcool? Si, mais là, c'est pareil, en fait. Pour l'alcool, pour le poppers, je ferais le même conseil. Pour l'alcool, je dis une dose d'alcool, une dose d'eau. Soft. Même si le sucre, c'est pas forcément recommandé. Pour réduire les effets de l'alcool dans le temps. Pareil pour le poppers, alterner des moments où je prends du poppers et au moment où je prends de l'air frais. Ça permet de réduire l'impact du cumul sur l'organisme et tout en profitant des effets. Parce que les effets, c'est vraiment à partir de quelques secondes et c'est-à-dire quoi? Si c'est 1 minute ou 2 d'effets maximum, voilà, on retrouve les effets, mais on a un peu apaisé son organisme plutôt que de le prendre en continu. Ok. 2 auditeurs m'ont parlé de perte d'érection. Pourquoi le poppers peut parfois faire débander? Parce qu'on augmente la taille des vaisseaux sanguins et que l'afflux sanguin n'est pas forcément le même. Et que chez certaines personnes, si on réduit l'afflux sanguin, ils n'ont plus suffisamment de pompes cardiaques pour maintenir une érection. Ça peut arriver, c'est physiologique. En soi, c'est pas grave. Simplement, effectivement, à ce moment-là, il faut trouver un équilibre entre érection et poppers.
mais c'est physiologique. Ok. Un liquide jaunâtre coule de mon nez. Cet auditeur répond à mon appel à témoignage. Il me dit « Ah, le sujet tombe à pic. Hier, j'ai utilisé du Poppers car j'ai l'impression que je suis plus endurant avec. Moins de 12 heures après, j'ai les narines en feu avec un liquide jaunâtre qui coule sans arrêt, comme une brûlure ou une irritation. Emoji triste. Très désagréable et super gênant. Je me sens un peu ignorant sur ce sujet. Comment l'utiliser correctement? Hâte d'en savoir plus. » Sur comment l'utiliser correctement, CF, l'épisode précédent. En revanche, sur le liquide jaunâtre qui coule, c'est quoi cette affaire? Alors, il y a deux choses. Les vapeurs sont irritantes en elles-mêmes aussi. C'est-à-dire que la muqueuse des narines, voire des sinus, peut être irritée par le passage des vapeurs. Donc ça, c'est classique, j'allais dire. Et l'autre point, c'est que c'est un solvant qui a dû certainement lui résoudre une sinusite. C'est-à-dire qu'en passant, les vapeurs ont décollé certainement du mucus qui était coincé dans ses sinus, et c'est ça qui est jaune et qui a coulé. S'il veut expérimenter, il peut prendre un matériel pour mettre de l'eau sous pression qu'il met dans une narine, et il verra qu'il aura le même liquide jaune qui sort par l'autre narine. C'est ces sinus qui sont encombrés. Ok. En tout cas, nous ne sommes pas médecins, nous n'avons pas fait de diagnostic. Il peut aller aussi chez le médecin pour s'assurer. Je pense que les gens sont pas bêtes, hein, mais j'ai toujours un peu peur que les gens prennent un podcast pour un médecin et se disent « Ah ben c'est bon, dans le podcast, ils disent que… » Non, si jamais tu as le moindre symptôme inquiétant, douloureux, qui reste, etc., et que tu te poses la question, faut trouver un médecin compétent. Poppers égale pente glissante vers le chemsex. Est-ce que le Poppers c'est la mauvaise solution à un problème? Exemple, douleur, manque de dilatation. Est-ce que je peux perdre le contrôle pendant un plan? Un mec en prenait et m'en a proposé. J'ai pas osé, j'avais peur de perdre le contrôle. Est-ce que c'est possible? Par les effets du Poppers, oui, on peut perdre le contrôle, donc la capacité de discernement pendant une vingtaine de secondes. Oui, ça peut arriver. Donc effectivement, le contexte dans lequel on consomme et avec qui on consomme est toujours important. Après, c'est un effet très court, à la différence d'autres produits qui ont un effet plus durable sur la capacité de discernement, alcool, mais aussi héroïne, kétamine, etc. Donc c'est très bref, mais ça peut arriver. Donc effectivement, il faut s'assurer qu'on est en confiance avec les personnes, notamment les premières fois qu'on consomme. Et l'autre question, c'était, je l'ai perdu. Ouais, je les ai mis dans le même pot, mais c'est pas tellement le même pot. C'était l'impact psy, en fait, la question de. Ah oui. Bah, du coup, le Poppers, c'est une pente glissante vers le chemsex. Est-ce que je peux devenir accro? Alors, on l'a dit, la dépendance physiologique n'existe pas. Et ensuite, la théorie de la pente glissante sur les produits, on l'entend en permanence. Mais quel que soit le produit, fumer un joint une fois dans sa vie serait l'arrivée à l'héroïne à 25 ans. Tout ça n'est pas démontré dans la réalité des choses. Et de mon point de vue, les consommations de substances, elles ont toujours existé. Et elles existeront toujours. La différence qu'il y a, c'est le regard social sur le produit et sur le contexte dans lequel ils sont pris, les objectifs dans lesquels ils sont pris. Et de mon point de vue, effectivement, qui est plus de l'activisme communautaire, j'ai le sentiment que ça répond non pas à des difficultés. Enfin, si c'est face à des situations dans lesquelles on est, on utilise ça pour dépasser des limites que l'on nous met et que l'on a parfois intégrées. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est la question de est-ce que le Popper c'est la mauvaise solution à un problème dont on avait déjà un peu parlé aussi dans l'épisode 1. Je parle souvent moi de mon homophobie internalisée, comment être pénétré peut pour moi être ou a pu pour moi être compliqué parce qu'à ce moment-là j'étais cet homosexuel que je voulais pas être pendant que je grandissais parce que en fait et donc si j'avais envie de prendre un peu de Poppers pour m'aider à me détendre, toi tu dis en fait on fait un peu avec comme on peut avec l'homophobie ambiante, la société et parce qu'en gros si il y avait pas d'homophobie
et qu'il n'y avait pas de misogynie et que je pouvais me faire pénétrer sans avoir l'impression de perdre une valeur sociale ou sans être dans ce bain que la société bain homophobe et misogyne, en fait j'aurais peut-être pas du tout besoin d'aide pour me détendre. Exactement. Ok, nous sommes d'accord. C'est un peu un saut de puce, poing. Mais pas tellement. Je trouve que je te l'ai peut-être pas bien assez fait dire dans l'épisode 1. Tu l'as toi dit tout seul, mais j'aimerais qu'on le répète. Les risques à long terme d'une prise régulière 2-3 fois par semaine, l'auditeur demande est-ce que ça abîme le cerveau et le cœur sur le long terme et à quel point? On a déjà parlé des risques à court terme, épisode précédent. C'est autour des contre-indications, hein, et là on parle à long terme. Il n'y a aucune étude qui le démontre. C'est-à-dire que les études qui sont sur la question sont largement biaisées et on observe des risques à long terme de très haute dose, mais ces très hautes doses n'arrivent pas dans la consommation ordinaire de poppers. C'est-à-dire que on parle de fioles de 10 millilitres, quoi, et d'inhalation pendant quelques heures, même si c'est 1 ou 2 fois par semaine. Les expositions professionnelles, c'est-à-dire au quotidien, 8 heures par jour, à des hautes doses, effectivement, ont des effets sur le corps, mais on n'est pas du tout dans le même contexte là. Et c'est d'ailleurs ça, en fait, les études utilisées pour interdire le poppers ou dire que le poppers c'est dangereux sont en fait en train de regarder une façon de prendre le poppers et en plus des molécules qui sont différentes et une façon différente et tirent des conclusions, c'est ça? Parce que c'est pas la même chose de prendre une petite fiole des inhalations en teuf versus de travailler dans une usine qui dégage ou d'être un enfant qui ingère un produit ménager, ou d'être qu'est-ce qu'il y avait d'autre, il y avait les produits ménagers avec les enfants, l'ingestion, ou alors les ingestions volontaires aussi. C'est-à-dire que quand on regarde des études alors c'est un peu terrible à dire comme ça, mais dans les études de population, on parle de morbidité, et j'ai vu des morbidités liées aux poppers, et je dis tiens, c'est intéressant, il y a combien de décès liés aux poppers, et quand on regarde quels sont les cas, en fait, c'est des ingestions par des enfants de produits ménagers, ou des personnes qui ont pris des produits à base de nitrite, parce que c'est un moyen de se suicider. Et donc ça a été mis sous le nom de poppers. Parce que, voilà, ce qu'on voulait, c'était démontrer la dangerosité du popper, c'est comme quoi c'était mortel. Et en fait, on a pris des données où il y avait nitrite dedans, et puis on n'a pas regardé, décès liés au nitrite, c'était décès liés aux poppers. Très intéressant et dramatique. Parce qu'en gros, le biais, c'est toi, ce que tu dis, ce que tu comprends de ces études qui impactent du coup les lois, etc., c'est que ceux qui ont fait l'étude se sont dit comment je démontre que le poppers est dangereux. Est dangereux. Et donc ils n'ont pas étudié. Je sniffe parfois lors d'un rapport sexuel. C'est pas ça qu'ils ont étudié. Voilà. Et puis généralement dans ces études-là, on a les effets indésirables des poppers. Donc ça, on trouve des études sur les effets, les personnes qui vont consulter à l'hôpital en raison d'effets indésirables liés aux poppers, qui démontreraient la dangerosité, mais il n'y a pas de miroir des personnes consommatrices de poppers, qui est la très 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 grande majorité, qui n'ont pas ces effets indésirables. Donc on ne fait pas un double bras pour comparer quel est le rôle du popper, c'est à quel niveau, etc., etc. On dit, mais regardez, on a des cas où des personnes ont des effets indésirables, qui sont majoritairement des brûlures, qui sont effectivement des inhalations à très haute dose ou des ingestions, et on est loin de la pratique ordinaire de la consommation de poppers. Donc on surévalue le risque lié aux poppers. C'est très intéressant de s'interroger, mais pourquoi on surévalue ce risque lié à la consommation de poppers? Et donc ma réponse, et qui est celle de Cameron Schwartz, par exemple, qui a étudié ces études avec un regard critique, c'est de dire que les études sont menées par des personnes qui souhaitent confirmer que la sexualité, c'est mal. Que la sexualité entre hommes en particulier, c'est mal, et que la consommation de substances, c'est mal. Et donc, du coup, on va trouver des données qui montrent que c'est dangereux. On retrouve la même chose sur la pénétration anale. Il suffit d'ouvrir les magazines féminins pour regarder, attention, les risques de la pénétration anale.
attention les risques, la consommation de poppers, attention les risques, c'est un effet dissuasif parce que la société juge ça moralement répréhensible. Ce qu'on oublie, c'est que la consommation de poppers, voire d'autres substances, ou la sexualité, y compris anale, c'est aussi beaucoup de plaisir. Et que les personnes sont en droit de chercher à avoir du plaisir. Ma réponse à moi, c'est est-ce qu'il y a des risques réels? Et à ce moment-là, ces risques réels, comment on les réduit? Et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Choix des produits, stratégie de consommation à moindre risque et réaction en cas de effet indésirable pour en limiter les dommages. Ben, je te remercie. J'ai encore 4 petites questions d'effets indésirables. Des auditeurs parlent de troubles de la vision. Des fois, j'ai un rond lumineux dans les yeux quand j'en prends trop. Après, quand cela redescend, cela part. Un autre auditeur dit le popper serait dangereux pour les gens qui ont des problèmes aux yeux comme moi. Ça vous parle ou c'est une légende urbaine? Alors, l'augmentation de la pression sanguine va augmenter la pression oculaire. Et donc, effectivement, ça peut faire apparaître des ronds blancs ou troubler la vision. Et c'est transitoire le temps que la pression rebaisse. Donc, les personnes qui sont sensibles à ça, effectivement, doivent le savoir. Et à ce moment-là, changer de molécule ou en tout cas changer la concentration de molécules pour réduire cet effet. Ou bien en prendre moins parce que lui, il dit quand j'en prends trop. Exactement. C'est réduire l'apport qui va augmenter la pression. Et le popper serait dangereux pour les gens qui ont des problèmes aux yeux comme moi. Ça vous parle ou c'est légende urbaine? Alors voilà. Les personnes qui ont il y a des troubles ou des formations spécifiques dans l'œil, des gens qui ont des décollements de la rétine ou des choses comme ça, où effectivement augmenter la pression est pas forcément une bonne idée. La pression oculaire. Donc là aussi, y aller précautionneusement et au premier signe de trouble de la vision, arrêter la consommation et prendre de l'air frais à la fenêtre ou dans les bois. C'est marrant parce que moi qui ai grandi en France avec la culture du vin et de l'alcool, en fait, toutes ces questions, je pourrais les poser dans ma consommation d'alcool quand je fais la fête, parce que quand je suis bourré, en fait, mon corps se modifie. Ça, je trouve qu'il y a, sauf que culturellement, c'est totalement accepté de boire de l'alcool, voire même de faire boire des enfants en France, tu vois. Non, pardon, ce que je veux dire, c'est que oui. Moi, j'ai pris des canards quand j'étais petit. Non mais voilà, c'est ça, tu vois, genre quand t'es enfant, moi quand j'étais enfant, j'ai demandé à je sais pas, mes parents, tiens, je peux goûter, voilà, et un peu comme, alors que tu vois, si je te dis, il y a un enfant qui voit une petite fiole de poppers, est-ce qu'il peut essayer? Enfin, je trouve que j'observe que mon cerveau me propose pas exactement les mêmes narratifs, parce que juste l'alcool est tellement présent dans ma vie et tellement normalisé versus le poppers, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ou d'autres substances comme l'alcool. Je trouve ça intéressant. Et tu as employé exactement le bon terme. C'est une question de culture. C'est-à-dire que la culture fait en sorte que quelque chose est acceptable ou non. Et quand c'est acceptable, on éduque. Oui. Aux risques et aux stratégies de réduction des risques. Et moi, quand je vivais à Paris, la culture de la consommation de produits existe dans la scène gay. Et donc, on m'a appris quel était ce produit, quels étaient ces autres produits, comment ils se consommaient, quels étaient les risques et les dommages éventuels, et comment les réduire. Et il y avait une solidarité aussi quand quelque chose survenait. Donc ça fait partie de la culture. On doit accepter que la consommation de substances, quelle qu'elle soit, fait partie de nos cultures, et que, de ce fait, il est pertinent de transmettre des informations pour connaître les produits, connaître les effets désirés et indésirables, et les stratégies pour réduire les risques et dommages liés à la consommation de substances. On le fait pour l'alcool, et on le fait bien mieux en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, qui a une politique, même si la prohibition a disparu, ils ont une politique vis-à-vis de l'alcool qui est beaucoup plus restrictive et beaucoup plus jugeante que ça ne l'est en Europe. Et on a beaucoup moins, même s'il y en a trop, d'intoxication à l'alcool et de décès liés à l'alcool en Europe qu'aux États-Unis, par exemple. Donc c'est vraiment un enjeu culturel. Un auditeur demande, on m'a dit un jour qu'il faut éviter de sniffer des poppers d'inconnus dans les boîtes gays au risque de choper des maladies. Est-ce vrai?
On peut choper des Alors, maladies en sniffant un... en théorie, oui. Ça peut être notamment l'hépatite C. C'est-à-dire que comme si on met en contact, irriter la narine, il va y avoir du sang, ce sang va se coller sur le flacon, et si sur le même flacon avec du sang se colle une autre narine qui s'irrite, qui donc crée une porte d'entrée, une transmission de l'hépatite C, c'est potentiellement possible. C'est pas démontré à ma connaissance, mais effectivement, c'est potentiellement possible. Mais c'est pas majeur. De toute façon, il faut éviter le contact, l'irritation des narines. C'est la meilleure stratégie pour éviter les transmissions, y compris infectieuses. Épisode précédent, tu décris comment bien tenir ma fiole dans mon poing. Je vais pas arriver à le redire, pour faire une sorte de cheminée pour que ce qui est en contact avec mon nez, c'est mon poing qui entoure la fiole et ne pas toucher ça, ou bien tu as parlé des embouts. Des embouts ou alors des inhalateurs, c'est-à-dire qu'on prend, mais c'est bête, hein, on prend un contenant vide, relativement petit, on met un tissu naturel dedans, donc du coton par exemple, et on met des gouttes de poppers dessus, et comme ça on ne peut respirer que les vapeurs, il n'y a pas de risque de contact avec le liquide. Ok. Impact sur la fertilité. Je suis Manu, j'ai 40 ans, papa d'une petite fille de 4 ans née par GPA au Mexique. J'aimerais te raconter pourquoi et comment j'ai découvert que le popper, ça a altéré ma fertilité. Les gays ne le savent pas car beaucoup ne s'en soucient pas. J'ai pas de données là-dessus. Il n'y a pas de données sur la fertilité. La fertilité peut être impactée par énormément de choses dans notre monde contemporain, entre les perturbateurs endocriniens et autres. Et ensuite, les études, en tout cas, montrent pas qu'une utilisation récréative du poppers peut impacter. Je pense que le sauna, la pratique du sauna a plus d'incidence sur la spermatogénèse que l'inhalation de poppers. Animaux de compagnie, le poppers, c'est un vasodilatateur. Est-ce que c'est dangereux pour les animaux de compagnie? Ils sont plus petits, donc a priori la dose que nous on inhale est pas adaptée à des animaux, et de manière générale on n'expose pas les animaux aux produits psychoactifs parce qu'ils n'en recherchent pas les effets. Ok. Ça n'a aucun intérêt pour eux. Donc bien sûr, je fous pas ça sous le nez d'un animal. Enfin, ça serait de la maltraitance animale. Mais si jamais, voilà, je prends du poppers dans une petite pièce à la fenêtre fermée et que mon chat est dans le coin, plutôt non, quoi. Il aura un réflexe, le chat il va se barrer. Ok. Ils ont beaucoup plus de réflexes d'autoprotection que nous. Et donc, du coup, si je trouve quelque chose de bizarre, que ça lui fait un effet bizarre, il va juste partir ailleurs. Et de manière générale, on n'expose aucun être vivant à quelque chose sans son consentement. Donc, que ce soit son chat ou son partenaire sexuel ou son voisin, on demande l'accord. Et si la personne n'est pas d'accord, on fait en sorte qu'elle ne soit pas exposée. Est-ce que l'effet diminue quand le corps s'habitue ou si la bouteille est ouverte? Salut Guillaume, merci pour ton podcast concernant le poppers. J'en consomme régulièrement et ça ne me fait plus le même effet qu'au début. Entre parenthèses, bouffée de chaleur, etc. Est-ce que mon corps s'est habitué ou est-ce que du fait que la bouteille a été ouverte depuis quelques mois, ça perd en efficacité? J'ai 3 bouteilles différentes et c'est la même chose pour les 3. Voilà, des bisous. Ah, depuis la Suisse. Florence, c'est toi qui m'as écrit ça. Non. Tu peux me le dire? Non. Donc, il y a différents éléments. Il n'y a pas de dépendance physiologique, donc effectivement le corps exposé à la même quantité de molécules, etc., devrait réagir toujours de la même façon. Ok. Mais on n'a pas le même corps à 40 ans qu'à 20 ans. Donc, avec le temps, c'est notre corps qui évolue et donc sa réaction au produit qui évolue. Et le dernier point, c'est la conservation des poppers. Une fois une bouteille ouverte, elle ne va pas se conserver très longtemps. Clairement. Même si j'ai bien fermé le bouchon. Même, en fait, quand on a du popper depuis un certain temps, on se rend compte que même le bouchon en plastique, quand il est en plastique, il va se dégrader. Donc, le popper, une fois ouvert, se conserve peu. Donc, 1, 2, 3, 4 semaines dans de bonnes conditions. C'est quoi les bonnes conditions pour conserver son poppers? Ça peut intéresser les gens. Les poppers détestent l'oxygène, la lumière et les écarts de température. Parce que ça casse les molécules. Donc, l'oxygène, on le met fermé, si possible dans une boîte hermétique.
La lumière, on le conserve à l'ombre. Et les écarts de température, on évite de le mettre au réfrigérateur et encore plus au congélateur. On le garde à température constante je crois c'est entre 15 et 20 degrés. Et c'est comme ça, dans une boîte hermétique dans le noir entre 15 et 20 degrés, qu'il sera conservé le plus longtemps possible, donc quelques semaines. Mais au-delà, effectivement, les molécules vont se dégrader. De toute façon, le poppers va se dégrader, donc les effets seront moindres. Tu réponds là, tu me donnes des informations clés. J'ai un plan cul qui a oublié sa petite fiole de poppers chez moi, qui du coup est sur une de mes étagères et que je me dis, peut-être si un jour je l'ouvre, j'essaye et tout. Mais en vrai, non. Il y a plus d'effet déjà. Ça fait plusieurs semaines, donc il y a moins. Il y aura toujours une petite odeur, mais l'effet sera largement moindre. J'achète régulièrement du poppers. Un autre auditeur me dit, j'achète régulièrement du poppers au bureau de tabac et je trouve qu'il a l'air moins fort qu'avant. C'est moi ou c'est une réalité? Peut-être que c'est le différent grammage, dosage dont tu parlais dans l'épisode précédent, le pourcentage. C'est les différences de molécules, malheureusement, par l'interdiction. Il y a d'autres molécules qui ont été développées qui n'ont pas forcément les mêmes effets. Et après, le marché est relativement large et donc les concentrations d'un produit à l'autre peuvent varier. Donc moi, j'invite vraiment à acheter des produits qui ont une notice explicative de la composition, de trouver ce qui vous correspond, quitte à faire des essais pour voir ce qui nous amène le bon équilibre entre effets désirés et indésirables. Et puis à ce moment-là, de recommander, acheter ou commander des produits qui correspondent à ces critères-là, de manière objective. Je te propose que nous arrêtions là notre partie 2 pour nous retrouver dans la partie 3, dans laquelle on commencera par un récap des trucs à retenir. J'ai décidé que tu m'as appris que la prévention, c'est la répétition. Nous allons donc et on va faire en sorte que ça soit intéressant même pour les gens qui ont déjà écouté. Genre, c'est quoi les trucs, notamment, tu vois, pour aider ses potes ou s'aider soi-même, c'est quoi les infos que je veux retenir. Deuxièmement, d'où vient le poppers? Médicament inventé au 19e siècle, un petit moment histoire. Je trouve ça intéressant de le remettre au bon endroit. Et enfin, que tu nous racontes un peu plus comment tu as épluché les études médicales et ce que tu as découvert, même si tu as commencé à en parler là. Ça te va? Oui, plaisir. À très bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.